Alors, pour aborder la suite de cet exemple introductif, on vous demande maintenant de réaliser le tableau, en fait, en réalité, la loi de probabilité. Si x, la variable x qui est aléatoire, correspond au nombre de réponses exactes fournies par le candidat, et indiquer pour chacun la probabilité que grand X est égal à xi. En réalité, ici, on a affaire à une variable discrète, puisque le nombre de réponses correctes ou fausses, c'est 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc on a une loi de probabilité pour une variable aléatoire discrète, grand X, qui est égal au nombre de réponses fournies. Donc je définis X, le nombre de réponses exactes fournies. Et je précise les valeurs que peut prendre ma variable aléatoire, donc soit 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 si on a tout juste. Ma loi de probabilité donc va ressembler à quelque chose comme ceci, xi 0, 1, 2, 3, 4, 5. La probabilité que grand X égale xi, je vais reprendre les résultats qu'on avait obtenus juste avant, donc 243, 405, 270, 90, et alors je ne les avais pas calculés, mais ici on avait 15 sur 1024 et 1 sur 1024. Et je vais venir les remettre dans mon tableau. Donc, 243 sur 1024. « 90 sur 1024 pour 3 bonnes réponses, 15 sur 1024 pour 4 et une chance sur 1024 pour le dernier. » Alors quand on établit la loi de probabilité, on peut en profiter pour faire tout de suite la fonction de répartition. Donc d'avoir 0 ou moins que 0 bonne réponse, c'est bien 243 sur 1024. Une ou moins, on additionne les deux premiers, on est à 648 sur 1024. 2 ou moins, on passe à 918 sur 1024. 3 ou moins, on retrouve le résultat qu'on avait obtenu dans l'exemple, dans le début de l'exemple, c'est-à-dire 1008 sur 1024. 4 bonnes, on est à 1023 sur 1024. Et 5 bonnes, on est à 1024 sur 1024. On est censé retrouver justement les 100%. Voilà pour la loi de probabilité. Alors, si vous passez juste après, vous avez encore une question. Donc on vous dit que dans la situation qui vient d'être décrite, x ne peut donc prendre que des valeurs entières, ça confirme bien le fait que ce qu'on a dit juste avant, x est une variable aléatoire discrète, et elle désigne un nombre de succès. Ici on a pris le nombre de bonnes réponses lors de n épreuves identiques et indépendantes. Les n épreuves identiques, c'était les 5 questions qui avaient des probabilités exactement les mêmes, une chance sur 4 de succès et 3 chances sur 4 d'échec, donc de fausses réponses, indépendantes les unes des autres, parce que le résultat de votre première question ne va en rien compromettre ou modifier le résultat de la réponse à la deuxième question. Donc, les succès ici, c'est donc bien choisir une réponse à chaque question, et le succès, c'est cette réponse est juste, l'échec, ce sera cette réponse est fausse. L'épreuve ne comporte bien que 2 éventualités, juste ou faux. La probabilité du succès, on va la noter P, Q, on la notera 1 moins P. Déterminer la valeur de P dans le problème et vérifier les différentes propositions qui vous sont soumises. P, la probabilité du succès, c'est la probabilité de répondre juste. C'est tout simplement une chance sur 4. On va définir Q, la probabilité de l'échec. Dans notre cas, l'échec, c'est répondre faux. Et répondre faux, c'est donc bien 1 moins 1 quart, soit 3 chances sur 4. On vous demande ensuite de vérifier que la probabilité avec ceci d'avoir une réponse juste, c'est bien 5 fois P fois 1 moins P. Si on reprend ça, on a 5 fois 1 quart pour ma réponse juste, exposant 4, fois 1 moins 1 quart, autrement dit 3 quarts, exposant 4, et ça revient exactement au calcul qu'on avait fait juste avant, dans la vidéo précédente, donc 5 fois 1 quart fois 3 quarts, entre parenthèses, exposant 4, soit 405 sur 1024. La probabilité d'avoir 3 réponses justes, P de x égale 3, on avait trouvé 10 fois
Et ici, on va vérifier donc P à l'exposant 3 fois 1 moins P à l'exposant 2. Ce qui fait 10 fois 1 quart exposant 3 pour mes 3 réponses justes, fois 3 quarts à l'exposant 2 pour mes 2 réponses fausses, et on retrouve 90 sur 1024. En fait, le challenge, c'est vrai, d'une part, de déterminer la probabilité du succès, de l'échec et associer les bons exposants. On l'a déjà dit dans la vidéo précédente. Finalement, les exposants, il faut que quand je les additionne, ça reprenne le nombre d'épreuves, enfin le nombre de, oui c'est ça, d'épreuves réalisées. Donc ici 1 et 4, ça fait mes 5 questions, 3 et 2, ça fait bien mes 5 questions aussi. Et en fait, j'associe simplement à P ou à 1 moins P le nombre de bonnes ou de mauvaises réponses dont j'ai besoin. Ben ici, je voulais 3 réponses justes, j'ai mis P exposant 3, donc 2 réponses fausses, 1 moins P exposant 2. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que le challenge, non seulement il est peut-être dans la détermination de P de 1 moins P, mais il est surtout, je trouve, dans la détermination du chiffre ici. Parce que des arbres, on va pas savoir en faire des si grands à chaque fois, surtout si le nombre d'épreuves augmente, etc. Donc il va bien falloir trouver un moyen de trouver les chiffres qui doivent venir devant sans à chaque fois réaliser un arbre. Et donc, la question c'est comment est-ce que j'aurais pu trouver 5, 10 et les 1 correspondants? Tout simplement en me posant la question ici du dénombrement, exactement comme on l'a fait au début du chapitre des probabilités, c'est-à-dire que j'ai besoin de savoir de combien de manières est-ce que je vais pouvoir répondre à une question juste ou à 3 questions justes. Et donc je l'avais fait dans la toute première vidéo, j'avais listé toutes les possibilités et bon voilà, il fallait s'assurer d'en avoir oublié aucune. Mais en réalité, l'ordre dans lequel vous répondez aux questions n'est pas du tout important. Et l'ordre dans lequel on les corrige non plus. Enfin bref, il n'y a pas d'ordre dans un questionnaire comme ça, vous rendez votre questionnaire à la fin. Si vous avez commencé par la question 5 au lieu de la 1, ça change rien du tout. Donc il n'y a pas d'ordre. Donc en réalité, chercher combien de façons je peux répondre juste à une question, ça revient en fait à chercher les combinaisons de une question parmi 5. Et C1,5, on sait que ça fait 5 factoriel sur 1 factoriel fois 5 moins 1 factoriel, autrement dit 5 factoriel sur 4 factoriel, ça fait 5. Même chose pour le P de x égale 3, donc de combien de manières est-ce que je peux répondre juste à 3 questions? Autrement dit, puisque l'ordre n'est pas important non plus, je vais faire une combinaison de 3 questions parmi 5. 3 questions parmi 5, ça me fait 5 factoriel sur 3 factoriel fois 5 moins 3 factoriel, ou 5 factoriel sur 3 factoriel fois 2 factoriel. Si vous détaillez tout ça, vous arrivez à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, sur 3 fois 2 fois 1 fois 2 fois 1. Après simplification, vous arrivez à 20 sur 2, 20 sur 2, ça fait bien 10 possibilités de répondre juste à 3 questions. Bon, partant de là, on a un début de formule pour notre fameuse loi. Alors pourquoi loi binomiale? Tout simplement parce que on a à chaque fois, donc on a affaire à une variable aléatoire discrète, c'est vrai, mais on n'a que 2 issues possibles. Soit on a une réponse exacte, soit on a une réponse fausse. Et donc ici on va parler de binomial parce que dans binomial on entend 2, donc 2 issues possibles. Partant de là, pour ma loi binomiale, je vais arriver vers une formule qui ressemblera à la suivante. Donc la probabilité que x est égal à k ou à xi est égal, ça sera en réalité trouver le nombre de combinaisons de k bonnes réponses parmi n fois la probabilité de mon succès exposant le nombre de bonnes réponses que je souhaite. Si c'est 2, je vais remplacer en fait par k égale à 2, fois 1 moins p exposant le nombre de mauvaises bonnes réponses. Le nombre de mauvaises bonnes réponses, c'est le nombre de questions moins le nombre de bonnes réponses, donc n moins k. Ce qui donne, si je veux appliquer ça pour répondre au reste de l'exercice, la probabilité, si je veux la probabilité d'avoir 0 réponse juste. 0 réponse juste, c'est aller chercher 0 bonne réponse
parmi 5 fois la probabilité de ma bonne réponse 1/4 exposant 0 fois 3/4 exposant 5 moins 0. Autrement dit, on retombe bien sur ce qu'on avait trouvé au tout début de la première vidéo. Une combinaison de 0 parmi 5, on n'a pas le choix, ça fait 1. 1/4 exposant 0, ben vous n'êtes même pas obligé de le remettre, ça fait 1, mais on a bien 3/4 exposant 5. La probabilité d'avoir une, on l'a fait juste au-dessus. La probabilité d'en avoir deux, c'est donc chercher toutes les combinaisons, toutes les façons de répondre à 2 questions parmi 5. Le 1/4, je vais le mettre à l'exposant 2 puisque je veux 2 bonnes réponses, mais alors il me faut 3 mauvaises réponses, donc 3/4 exposant 3. Le C2,5, on peut le calculer à part. C2,5, c'est factoriel de 5 sur factoriel de 2 fois la factorielle de 5 moins 2. Ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 au numérateur sur 2 fois 1 fois 3 fois 2 fois 1 au dénominateur. Et exactement comme au-dessus, ça fait 20 sur 2, soit 10 possibilités de répondre juste à 2 questions. Donc on va avoir 10 fois 1/4 au carré fois 3/4 exposant 3. Et alors, le 3, c'est fait. Il nous reste le 4 et le 5. Ben, même topo. La probabilité de répondre juste à 4 questions, ça va faire toutes les combinaisons de 4 questions parmi 5 fois 1/4 exposant 4 fois 3/4 exposant 1. Et le C4,5, c'est 5 factoriel sur 4 factoriel fois 5 moins 4 factoriel, ce qui fait factoriel de 5 sur finalement factoriel de 4. Après simplification, il reste 5. Donc on a 5 fois 1/4 exposant 4 fois 3/4 exposant 1. Et la probabilité d'avoir 5 réponses de juste, c'est les combinaisons de répondre bien à 5 questions parmi 5, mais là j'ai pas le choix, je dois répondre à toutes justes, donc j'ai qu'une seule possibilité, fois 1/4 exposant 4 fois exposant 5, pardon, je les veux toutes justes, fois 3/4 exposant 0, mais 3/4 exposant 0 ça fait 1, et donc en réalité le calcul c'est 1/4 exposant 5, on retrouve ce qu'on avait fait avec l'arbre. Voilà, ceci termine l'exemple introductif sur la loi binomiale, et donc on a déjà, avec tout ce qu'on a dit ici, réussi à déterminer à quoi va ressembler la formule de probabilité quand on est sûr qu'on a affaire à une loi binomiale.